Vous avez allumé la caméra? Développe-toi. Bonjour à tous. Nous allons débuter ce webinaire. Dites-moi juste si vous m'entendez, si le son est bon pour vous. Et si c'est bon, on pourra commencer cette interview. Ah, le son est OK. Alors, on va donc pouvoir commencer cette interview. Donc, je suis Pauline Puel, responsable juridique de l'Agence pour la protection des programmes. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Sylvie Rosenfeld, Bonjour. Qui est rédactrice en chef de la revue Expertise. Donc Expertise, c'est une revue qui est spécialisée en droit du numérique. Et nous recevons également aujourd'hui son invité Audrey Lefebvre, Bonjour. Qui est avocat, qui intervient en propriété intellectuelle et avec qui nous allons évoquer la protection juridique de l'algorithme. Alors, avant de débuter cette interview, quelques mots sur l'APP pour ceux qui ne connaîtraient pas notre organisme. Donc l'APP, c'est un organisme qui intervient dans la protection des créations numériques depuis plus de 30 ans maintenant et qui propose pour cela différents services à ses adhérents tels que la possibilité de faire des dépôts probatoires, de l'entiercement, des transferts de droits et qui délivre un certain nombre d'informations sur la protection juridique des créations numériques. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à notre sujet du jour. Je vais d'abord présenter notre invité, excusez-moi. Donc, Maître Audrey Lefebvre, qui est avocat au barreau de Paris depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est fondatrice du cabinet Lefebvre Avocat et qui intervient essentiellement en propriété intellectuelle, droit de l'informatique, droit des nouvelles technologies. Donc, elle nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour nous parler des algorithmes. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? On va juste, en guise d'introduction, se demander ce qu'est un algorithme et pourquoi est-ce que c'est si important de le protéger. Donc, un algorithme, vous avez plusieurs définitions de l'algorithme. Là, il y en a une qui a été sélectionnée sur la slide que vous voyez à l'écran. Il en existe plein d'autres. On pourrait définir l'algorithme comme des suites d'opérations élémentaires qui permettent de traiter, d'exploiter et d'optimiser des masses de données, par exemple. On peut aussi le définir, c'est la définition que nous avons retenue pour la slide, comme l'étude de la résolution de problèmes par la mise en œuvre de suites d'opérations élémentaires selon un processus défini aboutissant à une solution. Le dénominateur commun, en tout cas, de toutes les définitions qu'on peut trouver sur l'algorithme, c'est que l'algorithme, il permet de traiter l'information afin d'apporter une solution concrète à un problème donné. Et on peut citer un certain nombre d'algorithmes célèbres, il en existe beaucoup, mais les plus connus du grand public sont par exemple l'algorithme d'indexation du moteur de recherche Google, qui a fait la célébrité et la renommée de cette société, ou encore par exemple les algorithmes d'Amazon, de Netflix, qui permettent aux internautes d'obtenir des recommandations de produits ou de programmes qui sont ciblés en fonction de leur goût. Donc ça fait partie des algorithmes les plus connus, mais il en existe vraiment beaucoup d'autres. Les algorithmes sont en effet omniprésents dans notre société et constituent des éléments essentiels de la valorisation d'un certain nombre d'entreprises. Il est dès lors légitime et même nécessaire de vouloir protéger ces algorithmes. Mais la difficulté, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de protection juridique dédiée aux algorithmes. Il va donc falloir se pencher sur les différents modes de protection auxquels on va pouvoir recourir, mais qui ne permettront d'obtenir qu'une protection indirecte. Donc notre invité va nous expliquer dans quelle mesure et à quelles conditions les algorithmes peuvent faire l'objet d'une protection par la propriété intellectuelle, par exemple, et va également nous présenter les autres formes de protection qui existent. Alors je vais lui donner la parole
juste maintenant, voilà. Et je vous rappelle aussi juste que vous avez une zone de chat que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à y poser vos questions si vous en avez. Et Sylvie Rosenfeld et notre invitée Audrey Lefebvre prendront un moment pour y répondre à la fin de cette interview. Donc je vous laisse la parole. Donc bonjour. Comme Pauline vient de le dire, les algorithmes sont présents partout dans toutes les applications, tous les logiciels, les sites, etc. Ce n'est pas du tout nouveau, mais on en parle de plus en plus aujourd'hui. Donc il nécessite des investissements importants et cet investissement doit être protégé. Simplement, ce n'est pas si simple. On va le voir avec Audrey Lefebvre qui est présente avec nous. Donc il n'existe pas de protection dédiée, de texte spécifique qui s'applique au logiciel. Alors on peut envisager une première piste qui va être une piste par la propriété intellectuelle, Oui, à savoir est-ce que les algorithmes peuvent être protégés par la propriété intellectuelle, le droit d'auteur ou les brevets. Oui, alors en fait, en soi, un algorithme n'est pas protégeable par le droit d'auteur puisqu'on considère que l'algorithme est de libre parcours. Or, le Code de la propriété intellectuelle dit clairement que les idées de libre parcours ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur. Et donc c'est là la difficulté principale, puisque on arrive au paradoxe aujourd'hui que l'algorithme est au cœur des logiciels et c'est le cœur de ces outils et doit être protégé, et pour autant on considère que c'est une idée comme un concept, et ça, ce sont des contenus qui ne sont pas protégeables en tant que tels par le droit d'auteur. Et du coup, c'est pourquoi il est dit sur cette slide que ça n'est pas protégeable en tant que tel par le droit d'auteur et non plus par le droit des brevets, puisque le droit des brevets, qui est un autre axe du droit de la propriété intellectuelle, ne protège que des inventions créatives qui sont nouvelles, mais le Code de la propriété intellectuelle concernant les brevets exclut expressément les méthodes de calcul et les formules mathématiques. Donc, à ce titre, on ne peut pas, comme pour les idées en droit d'auteur, protéger par le droit des brevets. Il n'empêche que la propriété intellectuelle peut quand même être un outil et une arme, même concernant les algorithmes, si on réfléchit en globalité et si on a une approche plus globale. À savoir que l'algorithme tout seul en tant que tel, on se le disait tout à l'heure, c'est pas véritablement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça permet, par exemple un algorithme de classification, intégré dans un logiciel et voir dans une machine qui incorpore ce logiciel. L'outil d'indexation de Google n'est pas intégré à une machine, mais déjà, ça reste un logiciel qui a été développé à partir d'un algorithme. Donc, on peut se poser la question de savoir si, dans le cas un logiciel intégré à une machine, l'algorithme pourrait être protégé. Je reviens au logiciel. Le logiciel, qu'est-ce qui est protégé concernant le logiciel? Il existe un droit d'auteur spécial pour le logiciel dans le Code de la propriété intellectuelle et protéger le code, l'écriture du logiciel. Donc là, de nouveau, on est face à un écueil concernant l'algorithme, puisque l'algorithme ne peut pas être protégé, de même que les fonctionnalités du logiciel sera protégée dans le logiciel, l'écriture du logiciel. Ce qui fait qu'on a pas mal de décisions, depuis 1995, il y a régulièrement des décisions, tant au niveau français qu'au niveau européen, qui confirment que dans un logiciel ne sont pas protégeables, ne sont pas protégées les fonctionnalités, de même que les algorithmes en tant que tels. Il a été notamment, j'ai souvenir notamment d'une décision de la CJUE, donc au niveau européen, la Cour européenne la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'affaire SAS Institute qui date de 2012. Et dans cette affaire, en fait, l'avocat général avait rappelé justement ce principe et avait justifié le fait qu'on ne pouvait pas, dans la protection ou dans les revendications qu'on faisait sur un logiciel,
s'approprier également l'algorithme qui était dans ce logiciel, qui avait servi au développement de ce logiciel, parce que en fait, ces algorithmes peuvent être réutilisés dans des logiciels totalement réécrits, enfin donc différents, autres exactement, et que en fait il se justifie aussi en disant que les algorithmes ne sont pas illimités, en quantité illimitée. Donc en fait ce serait un frein, et on en parlera plus tard parce que l'idée revient en secret des affaires, qui est un autre outil de protection, mais en fait ce serait un frein à l'innovation. C'est-à-dire que si on pouvait s'approprier les logiciels, on freinerait l'innovation, la créativité. On bloquerait... voilà. Et donc en fait, c'est vrai que la première réflexion qui a été de se dire, puisque l'algorithme en lui-même n'est pas protégeable parce que c'est une idée de libre parcours, est-ce qu'on peut le protéger dès lors qu'on l'intègre dans un logiciel, mais là aussi le logiciel sera protégé par rapport à son écriture, par rapport à son expression, mais l'algorithme en tant que tel ne sera pas protégé. Donc si je fais concrètement, si je agis en contrefaçon parce qu'on a copié mon logiciel, je ne vais pas pouvoir obtenir des dommages et intérêts concernant l'algorithme en tant que tel. Ce sera donc en fait, l'écriture. Dès l'instant qu'il est incorporé et donc il fait partie d'un logiciel, il est protégé de ce fait-là, mais pas en tant que tel. Pas en tant que tel, quelqu'un d'autre peut le reprendre s'il l'a eu légalement de son côté. D'accord. Voilà. Et par contre, il y a la brevetabilité, qui était le deuxième axe de la propriété intellectuelle. Là, c'est un petit peu différent parce qu'en matière de brevet, est protégeable une invention et un effet technique. Il faut qu'il y ait une contribution technique. Donc en fait, imaginons un logiciel qui est intégré dans un logiciel lui-même intégré dans une machine, une invention, et qu'il s'avère et qu'on a pu établir que le logiciel apporte un effet technique supplémentaire, là, pour le coup, c'est l'ensemble qui va être protégé par le brevet, sous réserve de nouveautés. Si c'est pas nouveau, c'est pas brevetable. La condition du brevet. Voilà, exactement. Mais si les critères sont rassemblés, alors il y a une brevetabilité et on peut breveter l'ensemble. Parce que l'algorithme en tant que tel est un plus technique. Et donc là, je pense que c'est le biais c'est le véritable biais positif que l'on peut avoir à travers la propriété intellectuelle dans le brevet si on rassemble ces critères. Le point négatif, le pendant négatif, c'est que en matière de brevet, on publie et donc on divulgue. Et donc on divulgue son invention, et c'est vrai que souvent, et notamment en matière d'algorithme, il y a de tels enjeux que ça pose un problème. Et donc, on arrive au secret des affaires donc ça peut qui peut permettre. Voilà, c'est un choix. Donc c'est un choix stratégique de déposer éventuellement un brevet, mais ça peut être parfois il convient de ne pas le publier. Voilà. Donc là, vous faites le lien vous-même avec la troisième question qu'on voulait aborder. Donc si la propriété intellectuelle peut offrir quelques protections, mais ne semble pas un instrument idéal de protection. Oui, il y a des écoles. La loi qui a été adoptée le 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires pourrait donc fournir une protection efficace. C'est vrai qu'elle peut, selon moi, alors je dis elle peut selon moi parce qu'on est un peu aux prémices, elle a 1 an, donc on n'a pas encore éprouvé devant les tribunaux d'affaires, éprouvé véritablement l'application de cette loi dans des affaires concrètes. Mais pour moi, oui, elle peut être un outil beaucoup plus efficace, sous réserve de bien la mettre en œuvre. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et qu'est-ce que... Oui, en soi, le secret des affaires, c'est pas quelque chose de nouveau, ça protège le savoir-faire. Donc ça protège justement tout ce qui est un petit peu immatériel, mais qui n'est pas appropriable au regard du droit de la propriété intellectuelle. Donc globalement, le savoir-faire d'une entreprise. Et en matière de nouvelles techno et d'intelligence artificielle, le savoir-faire, c'est essentiellement les algorithmes et les logiciels qui sont développés autour de ces algorithmes. Donc le savoir-faire,
le secret des affaires, en fait, la loi reprenant la directive européenne de 2016 a identifié 3 caractéristiques cumulatives pour qu'on puisse qualifier ce savoir-faire d'un secret des affaires et donc lui donner une valeur qui fera qu'on pourra revendiquer une protection, pas une propriété parce que ça ne crée pas un droit privatif, mais une protection. Ce savoir-faire, enfin, ce secret des affaires, il doit déjà être une information qui n'est pas aisément accessible. Donc on va parler de l'algorithme, mais ça peut être toute autre information, et notamment, il faut le savoir, les informations commerciales. C'est une information qui ne doit pas être communément accessible ou aisément accessible. Et nuance importante, c'est par le public, mais y compris par les professionnels. Et donc ça rend la chose un peu plus difficile parce que un professionnel comme par exemple un data scientist, il connaît certains algorithmes, ils sont amenés à beaucoup plus connaître certains algorithmes que le quidam comme moi. Et on va considérer que ces personnes-là ne doivent pas avoir eu un accès, on va ne retenir au titre du secret des affaires qu'un algorithme qui n'est pas aisément connu par même cette catégorie de population. Donc ça, c'est la première catégorie. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est pas secret, si c'est pas quelque chose de secret, on ne peut pas revendiquer cette qualité. Le deuxième critère, c'est que ça doit être une information qui a une valeur commerciale, effective ou potentielle. À noter que dans la directive, le potentiel n'était pas dans l'article relatif à ce critère, dans la directive même. C'était juste au niveau des considérants. La loi française l'a mis au cœur même de l'article qui, je ne sais plus lequel c'est dans le Code de commerce, c'est 151.3, je crois, du Code de commerce. Donc, l'information, pour être protégeable comme secret des affaires, doit être d'avoir une valeur commerciale potentielle. Et donc, en matière d'algorithme, c'est très très intéressant parce que on sait tous que la R&D peut prendre des années et que pour une start-up, un algorithme qui a une vraie valeur mais potentielle ne deviendra effectif que plusieurs années après son lancement. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et à ne pas sous-estimer, même quand on est une petite start-up et qu'on débute, de se dire mais si on sent qu'il y a une potentialité sur cet algorithme, on peut déjà revendiquer un secret des affaires dessus. Troisième chose, il faut qu'on soit en mesure de démontrer qu'on a bien protégé son secret des affaires. Parce que si on ne l'a pas protégé, c'est qu'on n'a finalement pas donné cette valeur qu'on veut lui donner a posteriori. C'est-à-dire le mettre à l'abri. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, le mettre à l'abri, comment ça se fait? Ça peut se faire de deux manières, techniquement ou juridiquement. Techniquement, il faut trouver le moyen de pouvoir garder une preuve de date certaine. C'est donc être en mesure de prouver une antériorité et de pouvoir dire un jour, moi cet algorithme, j'avais eu l'idée de l'intégrer dans tel logiciel pour telle fonctionnalité ou pour telle machine dès septembre 2019. Donc ça, c'est une première solution technique. Dans les solutions techniques qu'il faut aussi avoir, c'est des bonnes pratiques qu'on doit avoir au sein de l'entreprise, même si on est une toute petite société, même si on est une personne physique, mais qu'on travaille individuel, mais qu'on travaille avec des freelances. Dans tous les cas, il faut qu'on ait des bonnes pratiques de cloisonnement des informations, qu'on soit en mesure aussi de démontrer qu'on a mis en place des authentifications, qu'on a cloisonné des accès, qu'on a limité des accès, que par exemple, il y a des espaces de partage sur des systèmes d'information, que seules certaines personnes puissent avoir accès à toute la partie R&D qui comporte ces algorithmes et les éléments relatifs à ces algorithmes. Et puis, troisième bonne pratique, c'est limiter les supports d'échange. Donc ça peut être limiter les échanges d'emails, et ça paraît un peu à notre époque, ça bête Non, mais également, oui, à notre époque, ça paraît un peu difficile de le dire parce qu'on fonctionne beaucoup par email, mais ça peut aussi apparaître, oui, quand même, quand on considère que l'algorithme est vraiment au cœur de l'activité d'une société qui travaille par exemple dans le big data.
on ne va pas effectivement partager ça avec n'importe qui. Mais on se rend compte que dans les pratiques, souvent il arrive que dans les sociétés, il n'y ait pas de politique interne sur les partages de mails, sur les partages d'espaces, les espaces partagés. Et il faut vraiment avoir l'habitude de limiter les supports d'échange relatifs à des choses qui sont vraiment très cruciales en matière d'actifs immatériels pour la société. Voilà, donc je pensais à ça d'un point de vue technique. Et d'un point de vue juridique, à ce stade, comment protéger, pouvoir montrer qu'on a voulu protéger ce qu'on a partagé dans le cadre du business, par exemple, de deal ou autre, c'est notamment en interne avoir mis en place des chartes informatiques qui sont contraignantes à l'égard de l'ensemble des collaborateurs externes ou internes de la société, dans lesquelles on peut même imaginer qu'il y ait des classifications de données. Comme ça, on communique à l'ensemble de l'équipe ce qu'on considère vraiment de stratégique, presque secret défense, et de moins stratégique, et expressément identifier les algorithmes dans cette classification en top de liste. Et c'est également avoir l'habitude, et ça je le dis systématiquement, et on ne le fait pas forcément, outre la signature d'accords de confidentialité, de mentionner le terme confidentiel avec la date sur tous les documents, PowerPoint, propositions commerciales, échanges techniques de partenariat, systématiquement mentionner la confidentialité. Donc, dans ces trois, voilà, on a là les trois caractéristiques. Le fait que ce ne soit pas public, le fait que ça ait une valeur commerciale et le fait qu'on a mis en place des éléments pour le protéger. Dans ce cas-là, on est face à un secret des affaires et la loi nous permet de revendiquer une protection sur ce contenu. Et de pouvoir agir s'il y avait divulgation. Oui. Alors donc ça semble, le secret des affaires semble tout à fait s'appliquer aux algorithmes. Ça me semble plus efficace que les propriétés intellectuelles, mais il n'y a pas que ça en fait. Traditionnellement, il y a d'autres moyens de protection qui ne passent pas par un droit privatif. Et est-ce qu'il y a vous pensez à d'autres possibilités de protection de ces algorithmes? Moi, je pense, en fait, après, c'est un peu, justement, là, on parle de NDA, c'est... NDA, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui, d'accord, en fait, c'est l'acronyme anglais pour les accords de confidentialité, Non-Disclosure Agreement. Et donc, en fait, effectivement, c'est... Parce que parlant de secret des affaires, on a parlé de petites techniques contractuelles, de mentionner le terme de confidentialité, etc., sur les contenus. Mais par extension de ça, et même en sortant du secret des affaires, effectivement, contractuellement, et donc là, on n'est plus en termes de protection comme selon un droit privatif, une protection non privative, et effectivement, c'est par la technique contractuelle. Donc ça veut dire que dans tous les contrats de licence, de prestation de services qu'on va passer, dans les contrats de développement, y compris dans les partenariats techniques qu'on voit beaucoup entre entreprises, mais de même que dans les contrats d'hébergement, enfin tout type de contrat informatique, il faut avoir l'habitude de certaines clauses, et qu'on pourra, c'est pour ça que je faisais le lien avec le secret des affaires, qu'on pourra aussi revendiquer comme une autre preuve de mise en place de protection de nos secrets des affaires, de nos algorithmes. Et donc, les mesures par rapport à un contrat, c'est déjà bien contextualisé dans le préambule. Toujours contextualisé dans le préambule, et pour montrer l'importance que l'on met autour de ce qu'on met au cœur de nos logiciels, puisque c'est essentiellement des logiciels dont il est question. Et outre ça, l'important, c'est la définition de l'information confidentielle dans l'article en général définition, ou alors à l'article confidentialité. Là aussi, viser expressément les algorithmes. Ça ne se fait pas forcément. Une clause de non-concurrence aussi, pour moi, c'est très important, et notamment viser ces techniques, plus globalement la R&D, mais notamment les algorithmes. La clause confidentialité, bien entendu, puisque ce sera ce qu'on montrera au juge quand on voudra faire mettre en œuvre une mesure conservatoire en cas de violation de notre secret des affaires du fait d'une reprise d'algorithme. Donc ça, c'est dans un contexte où on est en relation avec les personnes, mais on peut très bien ne pas être en relation d'affaires, ni salarié, ni prestataire.
Oui, tout à fait. Et j'imagine dans que ces les actions en cas-là, responsabilité... alors les actions en responsabilité seront dans ce cas délictuelles. Et on a vu des affaires, donc quand je dis délictuelles, par opposition au contrat, on n'a pas de relation, on n'a pas de relation contractuelle. Et donc là, si on se rend compte qu'un algorithme a été repris, et que, en général, comment ça va se passer? C'est un logiciel qui est repris avec des fonctionnalités qui sont quand même... Alors, le logiciel en tant que tel n'est pas repris, donc il n'y a pas de reprise du code, donc on ne peut pas agir sur le droit de la propriété intellectuelle. On n'a pas peut-être bien protégé notre savoir-faire et donc on ne peut pas invoquer le secret des affaires, mais en revanche, il est quand même évident, et on peut le démontrer, qu'il y a une reprise des algorithmes qu'on avait choisis pour notre solution, et puis aussi des fonctionnalités. Et il y a quand même beaucoup de reprises qui font qu'on a quand même la sensation que c'est un véritable parasitisme qui a été fait, qu'on a repris et qu'on a gagné du temps sur notre dos et qu'on a gagné de l'argent sur notre dos. Et dans ce cas-là, c'est les actions civiles en concurrence déloyale ou en parasitisme pour justement faire condamner et récupérer ce que la personne a pu gagner à notre place, si elle a pu développer et commercialiser son outil, et demander réparation pour tout le préjudice qu'on subit de ce fait. Il y a certaines actions pénales qui peuvent être mises en œuvre, peut-être. Oui, alors après... Un peu plus compliqué. Plus compliqué, le tout vol, dépend... je pense au vol, oui, exactement. à l'intrusion. C'est pour ça qu'il faut... Vous avez raison, j'allais plutôt sur le terrain civil. Je vais en général plutôt sur le terrain civil parce que... effectivement, la notion de concurrence déloyale et de parasitisme revient très très souvent. Le vol, mais après, effectivement... Le vol d'information. Le vol d'information. Effectivement, après, ça doit donner l'objet d'une plainte. Et effectivement, on a quand même une série d'articles dans le code pénal qui permettent de faire condamner quand il y a un vol d'information. Et après, ça peut être aussi une intrusion dans un réseau, une intrusion frauduleuse. Enfin, il y a diverses actions qui peuvent être mises en œuvre aussi sur le terrain pénal. Donc il me semble que même s'il n'y a pas une protection dédiée aux algorithmes, il y a quand même des pistes qui permettent de se protéger, hein, d'après ce que si je peux tout à fait conclure, hein, c'est ce qui m'apparaît dans votre exposé. Donc Pauline, je vous renvoie la parole. Oui, donc merci beaucoup pour ces échanges vraiment très instructifs sur la question de la protection des algorithmes. Alors, on peut peut-être prendre un temps, si vous le souhaitez, pour répondre aux questions de nos participants. On a déjà une question de Raphaël qui a été posée pendant le chat et qui rejoint d'ailleurs une question que je m'apprêtais à vous poser moi-même. Donc Raphaël nous demande, concernant l'antériorité, qu'il faut pouvoir démontrer dans le cadre du secret des affaires, est-ce qu'une enveloppe solo est une bonne solution? Et moi j'ajouterais, est-ce qu'un dépôt probatoire auprès d'un organisme comme l'APP pourrait également être une bonne solution? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Les deux solutions pour moi sont bonnes. J'aurais même tendance à dire qu'il faut faire les deux. En général, je conseille de rassembler un maximum d'informations au départ, de détailler, de beaucoup formaliser, et puis effectivement une enveloppe solo auprès de l'INPI peut être déjà une première piste. Qui n'est pas aussi qui est simple et pas très onéreuse. Et parallèlement, je conseille souvent, même dans la plupart des cas, le dépôt APP. Ça peut être aussi auprès d'un autre organisme, en fait, un dépôt qui permet effectivement de garder une trace. Donc le dépôt, c'est connu pour les logiciels, mais ça peut être aussi le descriptif d'algorithmes, de fonctionnalités. On peut déposer toutes sortes de contenus afférents à un algorithme auprès de l'APP. Il y a aussi, on peut décider de convention de séquestre, on peut séquestrer auprès d'un notaire si on le souhaite. En tout cas, et la solution la plus pragmatique et la moins onéreuse qu'on peut faire en premier recours, c'est aussi un recommandé AR qu'on s'adresse, qui contient le descriptif de ce qu'on a pu développer. Ce RAR, on le garde et on le fait ouvrir le jour où on en a besoin de prouver cette intériorité par un huissier pour constater la date. Voilà, il faut que ça soit très succinct, parce qu'il faut que ça tienne sur une page. Oui, voilà, mais ça peut être
un petit outil très pragmatique de départ. Alors, on a eu des questions qui rejoignent un peu ce que vous venez de dire. Pauline qui nous demandait est-ce qu'il y a autre chose que l'enveloppe solo et l'APP. Vous y avez un peu répondu, vous y avez répondu en parlant de ce que vous demandez, du dépôt chez un notaire aussi qu'on peut envisager. Et Christophe qui nous demande qu'est-ce qu'une enveloppe solo. Alors peut-être que vous pouvez en effet rappeler ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mécanisme de l'enveloppe solo. En fait, tout à fait. C'est une enveloppe qui est proposée par l'INPI, qui est vendue par l'INPI et qui est en 2 volets, dans lequel on peut mettre plusieurs feuillets. Je ne sais plus le nombre de feuillets. J'ai en tête une quinzaine, mais peut-être que je crois que ça fait 3 mm d'épaisseur. Voilà, c'est moins que ça. Et ça peut être électronique maintenant. Et ça peut être électronique, on peut le faire en ligne, effectivement. Et en fait, on garde nous, on a une version et l'INPI garde l'autre version pendant une durée déterminée qui, alors pareil, je suis approximative, mais dans ma mémoire, c'est 10 ans, mais peut-être que ça a pu évoluer. En tout cas, pendant ce temps-là, l'INPI garde trace de ça et ça permet, si un jour vous vous rendez compte que vous avez été contrefait ou parasité, de pouvoir dire, voilà, moi, en septembre 2019, ce que j'avais créé. Merci beaucoup. On a une autre question, on change un petit peu de sujet, de Pauline. Est-ce que vous considérez une forge logicielle comme un moyen de preuve d'antériorité? Peut-être que Pauline peut nous préciser ce qu'elle entend par forge logicielle. Oui, qu'est-ce que vous entendez par forge logicielle? Oui, tout à fait. Alors, on va continuer en attendant d'avoir des précisions sur la question. Prendre la question d'Olivier, qui nous demande est-ce que la revendication du droit des affaires est valable à l'international? Alors, oui, d'autant plus que c'est une transposition. Alors, en tout cas, au niveau européen, c'est une transposition d'une directive européenne, donc, et qui est quasiment, enfin, la loi française est quasiment à l'identique de la directive européenne. Après, de toute manière, alors, effectivement, pour ce qui est la loi, donc, la protection du secret des affaires en tant que telle, les mécanismes sont les mêmes pour moi, même à l'étranger, parce que en gros, qu'est-ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a dû mettre en place les moyens de le protéger. Il faut que ça ait une valeur et que ce soit secret. Donc ça, c'est revendicable à l'étranger, et notamment aux États-Unis, à mon avis. En revanche, les mesures conservatoires et toutes les mesures judiciaires qui sont prévues dans la loi pour protéger son droit des affaires, c'est protégeable que si le droit français s'applique à ce secret des affaires. Si on est dans un contentieux qui est international et qui n'implique pas du tout le droit enfin la loi, une partie française, je ne pense pas qu'on puisse l'invoquer. En revanche, si vous êtes une société française et que vous avez échangé des accords de confidentialité ou que vous avez prévu des mesures de confidentialité dans des contrats que vous avez conclus par exemple avec des sociétés américaines et que vous avez prévu une compétence de droit français, là effectivement on va pouvoir faire appliquer le droit français. Mais donc votre question, elle me fait penser elle est pertinente dans la mesure où il faut penser, quand vous faites des accords de confidentialité ou des contrats que vous concluez avec des sociétés étrangères, même si vous êtes la petite partie, entre guillemets, par rapport à des boîtes, des grands groupes, essayez d'imposer le droit français. C'est pas toujours facile, mais dans la clause d'attribution en bas du contrat, le droit applicable. Alors, on a eu des précisions sur la forge logicielle. Donc, Pauline nous dit que ce sont tous les outils de versionning de code qui permettent de tracer son évolution dans le temps. Donc, c'est des outils qui sont sur Internet, je suppose, et qui permettent en effet de tracer, donc de dater. Est-ce que ces outils en ligne permettent aussi de Oui, alors d'accord. Ça a un intérêt parce que ça montre l'évolution. La difficulté que je vois par rapport à un dépôt APP, c'est que le dépôt qui aussi peut être, les dépôts APP sont utilisés pour justement montrer l'évolution, le versionning d'un logiciel. Ce que je comprends de ce que vous évoquez, c'est que ce sont des outils qui sont en ligne et donc en fait ça n'a pas de valeur probatoire. Donc un adversaire pourra dire mais
cet outil, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui me prouve qu'effectivement, en septembre 2019, c'était telle version qui était en ligne, en fait, puisque ça n'a pas été constaté par un expert ou un huissier. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on pourra vous opposer que ça a été modifié, que ça n'est pas vrai. Voilà, on va avoir un problème, en effet, de preuve, ouais, voilà. Le caractère probatoire sera peut-être pas suffisant avec cet outil-là. Une autre question, cette fois, qui concerne plutôt le brevet. Lorsque l'algorithme est protégé, dans le brevet, voilà. Lorsqu'un algorithme est protégé dans le cadre d'un dépôt de brevet, alors attendez, je lis mal la question. L'algorithme est protégé lorsqu'il sera utilisé avec la machine dans laquelle il est inclus, ou est-il protégé seul pour ce qu'il est? Non, mais quand même, pour moi, c'est quand même un point qui n'est pas, je vais être honnête, 100% clair, et je pense que ça prêtera à débat. Enfin, il va y avoir forcément, il y a de toute manière déjà des débats par rapport à ça. C'est que, effectivement, la question c'est est-ce que je peux réutiliser cet algorithme pour une machine différente de celle qui a été brevetée. Oui, l'algorithme en tant que tel, il n'est pas brevetable puisque c'est une formule, je l'ai dit. Mais quand même, en fait, dès lors que l'algorithme est considéré comme une contribution technique supplémentaire dans l'ensemble breveté, alors il peut pas être approprié de ce fait, donc ça reste une formule en tant que telle. Donc oui, quand même, pour répondre à votre question, le fait qu'il ait été breveté dans un ensemble avec la machine n'empêche pas de pouvoir réutiliser ce logiciel. Cet algorithme. Oui, pardon, cet algorithme. Mais quand même, je pense qu'il faut faire attention. Parce que si c'est pour une machine qui a les mêmes finalités et les mêmes spécificités techniques, je pense que là, on peut aller sur un contentieux brevet. Voilà, je trouve que la frontière est un peu ténue. Mais en tant que telle, c'est une formule qui n'est pas brevetable. Alors, on va cette fois se placer sur le terrain du secret des affaires pour répondre à une question de Pauline. Quel niveau de formalisation à avoir pour décrire son savoir-faire? C'est une question intéressante. Moi, j'aurais tendance à dire que si on parle d'un savoir-faire, alors là, vous parlez d'un savoir-faire, donc si on parle d'un algorithme, il faut décrire l'algorithme en tant que tel. C'est pour un logiciel, il faut aussi définir les fonctionnalités de ce logiciel et expliquer toutes les spécificités fonctionnelles de ce logiciel et voir en quoi l'algorithme a contribué, par exemple si c'est un algorithme de classification, comment en fait comment est organisé l'outil en tant que tel autour de cet algorithme. Donc voilà, je pense qu'il faut faire un travail de description. Et puis, comme on est aussi dans la notion de valeur commerciale, pour revendiquer le titre de secret des affaires, il faut aussi être en capacité, peut-être dans votre descriptif, de dire la valeur commerciale potentielle que vous lui attribuez. Donc c'est voilà, c'est le business plan que vous envisagez, tout ce que vous envisagez d'un point de vue commercial autour du développement de votre produit. Alors, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sébastien nous demandait s'il était possible d'avoir accès à la présentation. Oui, elle est téléchargeable sur la plateforme Webikeo. Vous pouvez la télécharger et vous pourrez aussi regarder ce webinaire en replay si vous en avez loupé une partie. Donc, il sera disponible aussi sur la plateforme Webikeo. Alors, je vois qu'il y a une question de Christophe. Est-ce qu'un dépôt à l'APP fait par une société est ensuite cessible à une autre société avec les mêmes droits de protection transférés? Alors, je vais peut-être répondre moi-même.
Oui, lorsque vous faites un dépôt auprès de l'APP, il est possible de faire ce qu'on appelle, nous, un transfert de droit, c'est-à-dire s'il y a eu une cession, s'il y a eu un rachat de société, une transmission universelle de patrimoine ou autre, et que la propriété, la titularité plutôt des droits sur un dépôt a changé, il est possible de transférer les droits vers le nouveau titulaire de droit. Et le dépôt APP, je rappelle aussi qu'il ne donne pas il ne confère pas un droit privatif, mais il permet de rapporter plus facilement la preuve de ses droits. Donc, il est possible en effet de transférer un dépôt APP sans difficulté. Alors, y a-t-il d'autres questions ou est-ce que nous pouvons mettre un terme à ce webinaire? Ah, oui, là-dessus. Oui, en fait, si vous êtes intéressé par approfondir ces questions d'un point de vue strictement juridique, on a un article qui était paru dans la revue Expertise, qui est sur notre cabinet. Qu'on peut mettre aussi. Voilà, donc vous pouvez y accéder sur la page actualité. C'est www.lefebvre avocat en un seul mot avec S à la fin.com. Et il y avait également eu un article qui est paru plus récemment, en décembre dernier, je crois, sur le même sujet. On va essayer de l'envoyer aux participants, cet article. Sur la protection Exactement. On va essayer de vous le faire parvenir, à tous ceux en tout cas qui ont participé à ce webinaire et dont on a pu obtenir l'adresse mail. On va essayer de vous envoyer ces deux articles, si on a la possibilité de le faire. Voilà, vous avez les coordonnées du service juridique de l'APP, de Maître Lefebvre et de Sylvie Rosenfeld sur le slide à l'écran, si vous avez des questions que vous souhaitez leur poser ou nous poser directement. Sachez qu'on proposera un prochain webinaire le 17 octobre sur un sujet un peu différent. On traitera cette fois de l'avant-brevet, c'est-à-dire de la protection d'une invention lors de la phase qui précède le dépôt d'un brevet. Si ce sujet vous intéresse, vous pourrez vous inscrire dans quelques jours à ce prochain webinaire. Et en attendant, on vous remercie vraiment tous pour votre participation et on vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain webinaire. Donc merci à vous. Merci. Merci, au revoir.